Je suis heureuse d'être parmi vous et de pouvoir apporter un témoignage sur ce qui se passe à l'intérieur de la prison. La prison, ce n'est pas le lieu où la joie jaillit spontanément. Avant de parler de lueur d'espérance, je souhaiterais situer un peu l'univers et ses principaux intervenants. Donc d'abord, il y a l'établissement pénitentiaire lui-même, qui a pour mission d'héberger les personnes qui sont privées de liberté, de les nourrir, de les blanchir, d'assurer les visites avec les familles et de les conduire aux audiences. Il existe un service psychosocial, appelé SPS, qui dépend aussi du service public justice et est composé de psychologues assistés d'assistantes sociales. Leur mission est d'évaluer le détenu, le risque de récidive, le risque de dangerosité. Ce service est peu tourné vers le soin, il est peu tourné vers l'aide. Néanmoins, en cas de difficulté, si un détenu perd un proche ou est en souffrance, il sera quand même vu par une psychologue de ce service. Le travail de réinsertion, lui, il est confié à ce qu'on appelle des services extérieurs à la prison. Donc, les services d'aide aux détenus fonctionnent sous forme d'ASBL, qui sont subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, bon, de nouveau des psychologues et des assistants sociaux, et aussi des visiteurs bénévoles. Il existe des ASBL qui dispensent une aide particulière, bon, j'en parlerai un peu plus loin. Et alors, il faut signaler aussi le rôle des aumôniers. Il y a des aumôniers laïcs, catholiques, protestants, des imams. Voilà, ça c'est le travail de réinsertion. Alors, il y a encore un troisième pôle, c'est dans la foulée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Europe a voulu instaurer une prévention des traitements inhumains et dégradants. Pour ce faire, elle a imposé aux États de mettre sur pied une surveillance des prisons, qui a pris en Belgique la forme d'un conseil central de surveillance pénitentiaire, qui chapeaute des commissions de surveillance, une auprès de chaque établissement, et chaque semaine, 2 personnes de la société civile entrent en prison et peuvent rendre visite aux détenus qui en font la demande. Ou sinon, ils circulent, ils peuvent aller visiter le préau, la salle de sport, ou, enfin voilà, les salles où sont les détenus. Et là, une rencontre mensuelle est prévue avec la directrice de l'établissement afin de relayer les plaintes et réclamations à faire. Le regard des personnes extérieures a un rôle préventif assez inattendu. La commission n'a pas beaucoup de pouvoir, mais le rôle préventif est très important sur les mauvais traitements. Alors, au cœur de cette structure que je viens de vous décrire, il y a un être humain, et cette personne a été arrêtée dans son parcours de vie. J'ai envie de vous partager un peu ce qui va lui arriver. Donc, à son arrivée, tout le parcours est balisé. La personne est enregistrée, empreinte digitale, photographie, fouille complète des vêtements, douche, obligation de laisser une tenue civile sur le cintre ou vestiaire. Vous êtes invité à remettre tous les objets dont vous êtes porteur. Ils sont mis en dépôt, votre argent, votre carte d'identité, votre carte bancaire, votre GSM. Voilà, vous n'avez plus grand-chose à vous. Si vous venez de liberté, vous recevez un kit hygiène qui comprend une brosse à dents, un dentifrice, un gel douche, un shampoing, un rasoir, une mousse à raser et un rouleau de papier WC. Quand le produit est terminé, vous devez demander à l'agent pour avoir son remplacement. La toilette, un essuie-bain, un essuie-main. Le trousseau entrant, une veste matelassée, un pantalon, un polo, un polar, une veste coupe-vent. Pour les repas, une fourchette, un couteau, une cuillère à soupe, un bol, une assiette, un essuie-vaisselle. Pour la nuit, 2 draps de lit, une couverture brune, un oreiller, une thé d'oreiller. Le détenu doit signer pour réception des biens qui lui sont remis à son arrivée. Il doit les remettre à la sortie et s'il a dégradé quelque chose, il devra le payer. Sauf exception légale, lorsque vous venez d'être privé de liberté, vous avez droit à une communication téléphonique gratuite, nationale ou internationale,
dans les 24 heures de votre arrivée à la prison pour prévenir vos proches que ce soir vous ne rentrerez pas chez vous. Alors aujourd'hui, il y a un petit souci, c'est que les gens ont des portables et ils ne connaissent plus les numéros par cœur. Donc, si votre GSM est au vestiaire, vous pouvez demander d'aller le consulter. Si votre GSM a été saisi par la police, alors ça c'est la galère. Il faut demander au service d'aide aux détenus de regarder sur Internet s'il y a moyen de retrouver le numéro d'un proche sur Internet. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est réglementé. La vérification des cellules le matin, pour voir si vous êtes toujours vivant, les heures de préau, l'horaire de la douche, l'horaire des visites des familles, la distribution des repas, les fouilles. Si vous avez besoin de quelque chose, vous devez demander sous forme de rapport à la direction, à la comptabilité, au greffe, au service d'aide aux détenus. L'idée sous-jacente à ça, c'est que le détenu doit être responsabilisé en vue de sa réinsertion. Alors, les personnes qui connaissent peu ou pas le français, vous imaginez un petit peu la débrouille. Si vous êtes 2 ou 3 en cellule, vous demandez un petit peu à votre détenu. Et sinon, il faut demander à l'agent de service quand il est libre. Voilà. Et en résumé de ça, vous êtes toujours en position de demande et toujours en position de quémander ce qui est très peu valorisant et qui n'est pas idéal pour la valorisation de soi. Alors, derrière cet encadrement permanent, se développe une grande perte d'autonomie. La prison est un lieu d'une extrême dépendance. Vous dépendez toujours de quelqu'un pour ouvrir une porte, pour aller au préau, pour rencontrer l'assistante sociale, pour prendre une douche. Alors, à côté de l'emprisonnement physique dans un lieu confiné, il y a aussi l'enfermement dans un milieu inhospitalier qui manque cruellement de liens affectifs. Et il y a aussi l'enfermement mental, où les pensées commencent à tourner en boucle dans la tête, sans vis-à-vis, sans exutoire, sans espoir de changement. Comment passer des heures creuses dans un espace de 2 mètres sur 3? Pour beaucoup, c'est fumer, beaucoup fumer, se procurer des substances, il y a tous les systèmes existent, essayer de faire entrer un GSM et surtout arriver à le camoufler. Depuis peu, vous disposez de 2-3 programmes de télévision gratuits, mais voilà, le reste, tout est payant. Lorsque vous savez que la gratification pour un travailleur avoisine 1 euro par heure, si par exemple vous êtes servant 2 jours semaine, 4 heures, eh bien au bout du mois, vous aurez gagné 32 euros. Voilà, qu'est-ce qu'on peut acheter avec quelques euros? Il y en a beaucoup qui finalement n'ont même plus envie de travailler. Alors, quelles sont les perspectives pour une personne détenue? Sa première idée, c'est quand vais-je pouvoir sortir? Qu'est-ce qui m'arrive? La révolte, la sidération, l'angoisse, ce que j'appelle le petit vélo commence à tourner. Si vous êtes seul en cellule, cela peut tourner à l'obsession et vous ne trouvez plus le sommeil. J'ai envie de vous lire quelques témoignages comme ça avec des préoccupations concrètes de détenus. Ma sortie est prévue en 2027. Comment est-ce que je vais faire pour tenir jusque-là? Ma famille habite Mons. Je voudrais un transfert parce que ma mère est âgée et ici, elle ne viendra pas. Je n'ai pas d'argent pour téléphoner à ma famille. Je sors dans quelques mois. Que vais-je faire? Est-ce que je reste en Belgique? Est-ce que je retourne en Italie? Ou bien est-ce que je tente ma chance en Allemagne? Alors, c'est mon co-détenu qui paye la télévision, mais voilà, il est allemand, et comme c'est lui qui choisit les programmes, je ne comprends rien. Alors, pour pouvoir entendre et répondre à toutes ces questions, pour moi, il y a un devoir élémentaire d'écoute. Et là, voilà, pour moi, ça c'est la première chose à faire, c'est pouvoir écouter. Et donc, l'écoute par les visiteurs, les aumôniers, est la première pierre de la reconstruction. Il existe aussi des associations qui dispensent une aide particulière. Là, j'ai envie de vous en citer quelques-unes. Donc, il y a SOS Suicide, il y a Médiante, qui propose la médiation entre auteurs et victimes. Il y a le programme Itinérance de la Croix-Rouge, qui assure l'accompagnement des enfants
en visite à un parent détenu. Il y a la plateforme Sortant de prison qui assure un accompagnement avant et à la libération des détenus. Il y a Réseau Art et Prison qui cherche à construire des passerelles entre le milieu carcéral et la société dans les domaines artistiques et culturels. Il y a Réinsert, qui est un projet qui planifie et soutient des formations pour pouvoir travailler plus aisément en sortant. La SBL Arpège, qui organise des médiations au niveau des mineurs d'âge. Alors il y a les activités du CAL, bon, on ne peut pas les citer toutes, mais tous ces organismes, toutes ces associations ont vraiment un rôle extrêmement important au niveau de la réinsertion. Alors, si on fait référence à la pyramide des besoins de Maslow, on pourrait dire que les premiers stades sont assurés par la prison, à savoir les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Pour ce qui concerne les besoins d'appartenance et d'amour, d'estime et d'accomplissement de soi, la mission est plutôt confiée au service extérieur. Maintenant, je voudrais spécifier que je parle en termes de mission attribuée à des services, et je ne parle pas des personnes qui peuvent être de qualité, où qu'elles soient, et si elles sont professionnelles ou bénévoles. Alors, dernièrement, j'ai été interpellée par la SBL Retissons du lien. Madame Serret est venue nous rencontrer en novembre. Elle a écrit 2 livres, Le sens de la peine et Faire société malgré les attentats. J'ai envie de vous citer cette phrase: une sociologie qui cherche à comprendre la genèse de la violence sociale pour en dénouer les nœuds. Ici, nous nous plaçons dans une autre perspective. Plutôt que de juger et condamner une faute, on se focalise sur un être humain. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société? Comment a-t-on pu en arriver là? On s'approche plutôt de ce qu'on appelle alors la justice restauratrice. Cette justice est aussi évoquée dans le film que certains ont peut-être vu, Je verrai toujours vos visages. Film à la limite du documentaire, où des victimes de crimes, pour se reconstruire, ont accepté de se confronter à des condamnés. La réalisatrice Jeanne Herry a rencontré pendant plusieurs mois des équipes qui effectuent ce travail sur le terrain avant d'effectuer son tournage. Alors, j'ai envie de reprendre des paroles de M. Catry, visiteur à la prison d'Arlon pendant plus de 40 ans, dans son témoignage qui était paru dans le Carillon en 2015. Je crois aussi à ce qu'il y a de beau en chacun d'eux, qui n'a pas eu la chance de grandir au bon moment. C'est pourquoi je rêve d'une prison avec un projet vraiment éducatif, ouvert à l'art, la beauté, la culture. En tant que chrétien, ma conviction profonde, c'est que rien n'est jamais perdu pour Dieu. Ces personnes sont aimées, elles aussi, quoi qu'elles aient pu commettre de grave à un moment donné de leur vie, souvent dans un contexte de total désœuvrement, de violence ou d'influence. Je crois comme M. Catry qu'il faut entretenir en ce lieu toute parcelle d'humanité, la petite flamme de vie qui brûle encore en eux, parfois si faiblement. Même si cette compréhension nous échappe, rien n'est jamais perdu, il n'y a pas d'amour perdu. Alors pour clôturer, j'ai envie de leur laisser la parole encore une fois, et c'est quand on entend « Vous venez la semaine prochaine ?» ou bien « J'ai reçu votre carte de vacances, je l'ai accrochée au mur » ou bien « Je suis heureux de vous avoir rencontré ». Merci pour votre attention.